Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour continuer l'étude du travail de Newton. Un petit résumé tout d'abord. Nous avions vu la dernière fois que Newton, au cours de ces 2 années merveilleuses, vers 1666, a construit pendant 2 ans, pendant la peste noire qui sévit à Londres, une nouvelle théorie du mouvement, ainsi qu'une théorie mathématique qu'on appelle la théorie des fluxions, qui vont révolutionner à la fois la physique et les mathématiques. Pendant ces 2 années, il ne publie rien, il travaille seul, isolé, et c'est à la suite à la fois de l'incitation de l'astronome Edmond Halley et de la controverse qui va l'opposer à Hooke qu'il va se décider à publier son texte fondamental, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, c'est-à-dire principe mathématique de la philosophie naturelle, mais 20 ans après. Nous avons vu la dernière fois, et c'est ce qui est représenté dans l'illustration que vous voyez à l'écran, que il avait, entre autres choses, démontré, grâce à ces principes du mouvement, la deuxième loi de Kepler. Nous avions vu la dernière fois de quelle manière. Nous allons continuer aujourd'hui donc cette étude. Alors pour à la fois faire le point et introduire la suite, voyons tout d'abord ce qu'il a énoncé donc dans son texte fondamental, dans son livre fondamental. À la fois les lois du mouvement et, nous verrons après aussi, les lois de la gravitation. Alors les lois du mouvement sont divisées en 3 lois. La première loi est en fait une réécriture, une reprise du principe d'inertie de Galilée. Alors dans la formulation de Newton, tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins que des forces exercées sur lui ne n'obligent à changer cet état. Ce qu'on appelle actuellement le principe d'inertie. Donc, en particulier, un objet doit être soumis à une force pour changer de direction, et cette force peut avoir 2 effets, changer la valeur de la vitesse et sa direction. Ce qui revient à dire, en termes modernes, changer la vitesse, puisque en termes modernes, la vitesse est un vecteur qui est défini à la fois par sa grandeur et sa direction. Alors ce principe d'inertie, il est utilisé en particulier dans la démonstration que nous avions vue la dernière fois de la deuxième loi de Kepler, la loi des airs. Ainsi d'ailleurs que pour cette démonstration, il utilise de manière implicite les éléments de mathématiques de calcul infinitésimal qu'il a inventés toujours dans ces 2 années merveilleuses. La deuxième loi, qu'on appelle actuellement principe fondamental de la dynamique, est la loi qui relie l'accélération que subit un corps soumis à une force F. Donc, la formulation, tout d'abord, le mouvement change proportionnellement à la force motrice appliquée et dans la direction de la ligne droite selon laquelle cette force est appliquée. Alors, cette deuxième loi est en fait le complément de la première, puisqu'elle indique comment le mouvement change lorsqu'une force est appliquée. Donc, proportionnellement à la force appliquée,
Et la constante de proportionnalité, c'est la masse, en fait, puisqu'on voit dans la formule qui est écrite F égale ma. F, c'est la force appliquée. A, c'est l'accélération produite. Et le coefficient de proportionnalité est la masse, petit m. Actuellement, on écrirait, encore une fois, ceci plutôt avec des vecteurs pour la force et pour l'accélération. Donc voilà les deux premiers principes fondamentaux. Le troisième loi, la loi de l'action et de la réaction. À toute action s'oppose toujours une réaction égale. Les actions mutuelles de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dirigées en sens contraire. Alors cette troisième loi a par exemple pour conséquence que les planètes exercent sur le Soleil des forces égales et opposées aux forces que le Soleil exerce sur elles. Et de plus, c'est ce principe qui permet de considérer un corps sphérique, par exemple, et homogène, comme une planète ou le Soleil, comme un point dans les calculs des trajectoires. C'est-à-dire que les forces internes au corps sphérique s'annulent, et en fait, on peut considérer que toutes les forces sont appliquées au centre de gravité, c'est-à-dire au centre de la planète ou du Soleil. Alors ces trois lois, bien sûr, définissent de manière rigoureuse l'ensemble des mouvements, définissent et décrivent, et permettent de décrire plutôt l'ensemble des mouvements qui régissent les corps sur la Terre et dans le ciel, ce qui permet d'unifier à la fois les travaux de Kepler sur les mouvements des planètes et les travaux de Galilée sur les mouvements sur la Terre. Et c'est en ce sens-là que c'est extrêmement novateur. Dans la controverse qu'il avait eue avec Hooke, une controverse de priorité, il est évident que Hooke avait déjà en partie énoncé, ou tout au moins deviné, on va dire, ces lois. Mais il ne les avait jamais écrites de manière rigoureuse et démontrées, enfin, non pas démontrées, parce que ce sont des lois de physique, elles ne sont pas démontrées, mais surtout, il ne les avait jamais utilisées rigoureusement pour démontrer, par exemple, les lois de Kepler ou d'autres phénomènes que l'on verra par la suite. Alors, ce que je viens de dire concernait les lois du mouvement. L'autre point qui est fondamental dans le livre de Newton, c'est l'énoncé de la loi de gravitation universelle, dont j'ai mis la formule F égale G petit m grand M sur D au carré. Alors F, c'est la force qui s'exerce entre deux masses petit m et grand M dans l'univers, deux masses quelconques, qui sont situées à une distance petit d l'une de l'autre. G est une constante qu'on appelle la constante de gravitation universelle, que Newton ne connaissait pas, dont Newton ne connaissait pas la valeur, mais qui sera calculée très peu de temps après cette publication de son livre. Donc cette force, Newton va en donner une démonstration à partir à la fois des lois de Kepler et des lois du mouvement qu'il vient d'énoncer. Et je vais en donner donc une description. Donc, pour obtenir la loi de gravitation, Newton suppose que la force F exercée par un corps est proportionnelle à la masse m et inversement proportionnelle au carré de la distance à laquelle elle s'exerce. Ce qui donne F égale K fois, K étant le coefficient de proportionnalité, m fois 1 sur d au carré, ce qui signifie inversement proportionnel au carré de la distance. Alors ceci vient
en réalité d'idées qui datent de Kepler et dont j'ai déjà parlé précédemment, et qui étaient d'idées qui étaient courantes à cette époque. Kepler n'ayant au départ pas trouvé la forme 1 sur d au carré, ayant plutôt hésité sur plusieurs formes en ce qui concerne la façon dont la force se comportait par rapport à la distance. Et on avait vu que cette forme était aussi liée à la façon dont on interprétait la répartition de l'énergie lumineuse émise par une source sur une sphère centrée sur cette source. Quand cette force s'exerce sur une masse petit m, on a, d'après la loi de Newton, une des lois de Newton précédentes, la deuxième, F égale m fois A, où A est l'accélération produite sur ce corps par la force. Donc, on peut égaler les deux expressions, ce qui donne km fois 1 sur d au carré égale m fois A, et en divisant par m de chaque côté, et en inversant l'écriture, on obtient A égale km, k grand M sur petit m, fois 1 sur d au carré. Mais petit a ne doit pas dépendre de petit m, d'après Galilée, puisque l'accélération d'un corps, c'est découverte, on va dire, de Galilée, ne dépend pas de la masse. Donc, on obtient que k, autrement dit, pour dire que a ne dépend pas de petit m, ça veut dire qu'il faut que m disparaisse dans cette expression, et ça signifie que k doit être proportionnel à m. Puisque si k est proportionnel à m, on va pouvoir simplifier par m. Donc, on va noter k égale g fois m, g étant la constante de proportionnalité. Et donc, en divisant par petit m, on obtient ici donc g fois m, g fois petit m fois grand M sur petit m. Donc, ça va se simplifier. Et ici, en remplaçant dans la formule qui est ici, k égale g fois m, on va obtenir f égale g petit m grand M sur d au carré, qui est l'expression de la loi de gravitation universelle. Alors cette loi est bien sûr fondamentale dans la description des mouvements des planètes en particulier, puisqu'elle permet de calculer à chaque instant la force exercée et donc aussi l'accélération produite par cette force à partir du Soleil sur une planète. C'est cette loi qui va en particulier, avec la deuxième loi dont elle découle, on vient de le voir, permettre d'écrire ensuite, en utilisant les travaux de Newton et après de Leibniz sur le calcul infinitésimal, les équations différentielles des mouvements des planètes et d'en déduire les trajectoires. Ça, ce sera l'objectif de notre travail dans les semaines qui vont suivre. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer. Ça, c'est une façon, on va dire, assez simple. Tout dépend en fait de quel point on part pour faire cette démonstration. En réalité, ça n'est pas très, très important de comprendre la façon dont est dérivée cette loi, enfin, en tout cas, le détail des calculs. Ce qui est important, c'est de comprendre que, d'une certaine façon, Newton, à partir de l'ensemble des lois ou des principes qu'il énonce, va constituer une espèce d'axiomatique de la mécanique. C'est-à-dire, une axiomatique, c'est
quelque chose qui est modelé un peu sur les éléments d'Euclide. Sauf qu'ici, il s'agit de physique. C'est-à-dire qu'à partir d'un petit nombre, un très petit nombre de propriétés, qui sont considérées comme non démontrées, comme les trois lois du mouvement que l'on a vues avant, eh bien, on peut déduire toutes les lois, toutes les propriétés mécaniques des objets liés au mouvement et à la gravitation. Alors, je ne vais pas décrire en détail une deuxième explication que j'avais rédigée ici. Je la laisse parce que je vais la reprendre dans un autre contexte juste après. Donc, simplement, je donne un peu un commentaire, hein, si vous pouvez faire un arrêt sur l'écran si ça vous intéresse de voir ce calcul. Donc on a un objet qui est soumis à une force F égale ma, donc on reprend la deuxième loi, avec 1 indépendant de m. Mais en fait, comme ici on a la force qui est proportionnelle à l'accélération, mais en même temps, et à la masse, donc la force est proportionnelle aussi à la masse. Mais comme en fait la force, d'après la loi de la réaction et la réaction, et de la loi de l'action et de la réaction, la troisième loi, on peut inverser le rôle des masses, ça veut dire que la force qui s'exerce entre deux masses est proportionnelle à la fois à chacune des deux masses, petit m et grand M. Donc la force peut s'écrire sous la forme petit m fois grand M fois un coefficient, que j'ai noté f de d, qui est une fonction de la distance. Et la question, c'est de trouver cette fonction dans cette loi qui est ici. Donc ça, c'est une deuxième façon de voir les choses. Donc on cherche la fonction f de d. Et là, dans cette démonstration-là, on utilise le calcul de la force centripète dont j'ai parlé précédemment. Il y a deux dans la vidéo, pas la précédente, mais celle qui était juste avant. Et donc la force centripète, calculée par Huygens, que Newton identifie à la force de gravitation dans ce cas, et qui était égale à mv carré sur d, ce qui permet d'en déduire, par un calcul que j'ai mis ici, que vous regarderez si vous êtes intéressé, ce qui finit par démontrer que v carré est proportionnel à 1 sur d, et finalement, on en déduit que f de d est proportionnel à 1 sur d au carré, en remplaçant v carré dans l'expression qui est ici. Bon, cette façon de faire l'explication ce type d'explication, va intervenir dans la démonstration suivante que je vais faire de la troisième loi de Kepler par Newton. Donc encore une fois, ce qui est important pour ceux, et je m'en excuse auprès de ceux qui sont un peu allergiques au calcul, ce qui est important, ce n'est pas tant le détail des calculs que la compréhension de ce que met en œuvre Newton dans son livre, c'est-à-dire je le répète, une axiomatisation de la mécanique. C'est ça qui fera son génie et aussi l'efficacité de ce livre et de cette théorie. Alors, à partir de là, je vais faire une petite digression. Enfin, ce n'est pas vraiment une digression, puisque c'est tout à fait dans la suite de l'explication, mais je vais prendre, pour éviter de faire trop de calculs, je vais prendre un texte extrait de La perruque de Newton, un livre de Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien actuel. Alors, bien sûr, vous connaissez la légende je suppose que vous connaissez la légende de la pomme de Newton, qui a raconté lui-même que toutes ces lois qu'il a décrites dans son livre, les Principia, venaient d'un événement qui lui était arrivé, c'est-à-dire qu'assis dans le jardin de son manoir,
il a regardé tomber une pomme et on en déduit l'ensemble de sa théorie. Alors, je vais donner une façon un peu romanesque, on va dire, et fictionnelle, celle de Jean-Pierre Luminet. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez en déduire en faisant bien attention au texte, le détail des calculs. Alors, vous avez une représentation de ce qu'on considère comme étant un, un descendant, on va dire, du pommier sous lequel c'est arrivé. Le pommier lui-même d'origine ayant été détruit au milieu du 19e siècle. Mais un des rejets a permis d'obtenir ce pommier. Et il y a un autre exemplaire de descendant de ce pommier dans la cour de l'université de Cambridge, par exemple. Alors, je vous lis le texte qui est un peu long, mais qui est intéressant et agréable. Est-ce à tout cela qu'il pense, en cette nuit de pleine lune, adossé au muret cernant le verger? Isaac Newton continue de jeter ses cailloux contre l'arbre. Il en a déjà lancé 6, qui ont tous raté leur cible. Il compte chacun de ces projectiles comme autant de mois qui le séparent de son retour à Cambridge. Cela fait trop, il décide de tricher. Il se lève, saisit une pierre plus grosse, s'approche d'un pas. La tenant ferme dans la main, il fait balancer son bras le long de sa hanche par un mouvement oscillatoire pour donner plus de force à son jet. Et enfin, la lâche. La pierre fait un bel arc de parabole et va heurter la pomme qui tombe. Hurrah! Il dresse le poing en un petit geste de victoire. Il regarde la lune qui éclaire le toit de la maison de sa blancheur blafarde. Ses sourcils se froncent. Il devient grave et prononce cette évidence comme s'il s'en apercevait pour la première fois. La lune, elle, ne tombe pas. Il se penche, ramasse la pomme et la lâche. Pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours verticalement? Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou bien vers le haut, mais constamment vers le centre de la terre? Il ramasse cette fois la pierre, et la pomme, et il lâche la pierre. La pierre tombe sur la terre, mais pas la terre sur le soleil. Nous sommes bien d'accord, Isaac. Puis, il lâche la pomme à son tour. La pomme tombe sur la pierre, mais la lune ne tombe pas sur la terre. Vous me suivez toujours, mon garçon? Il ramasse le gros caillou et le jette cette fois avec assez de force et assez de hauteur pour qu'il décrive, avant sa chute, le plus long segment de parabole possible. C'est assez réussi. Alors Newton dit d'une voix forte: Bien sûr que la lune tombe. Sinon, elle aurait disparu depuis longtemps dans le firmament. Une éternité qu'elle tombe vers le centre de la Terre comme la pomme, mais personne ne s'en est rendu compte. Car le bras qu'il a lancé l'a fait avec une telle force que la Lune a acquis un trajet circulaire. D'un pas léger, il escalade l'escalier étroit, s'installe à sa table de travail, prend une plume et du papier. Voyons, qu'est-ce qui peut faire tomber à la fois la pomme et la Lune vers le centre de la Terre? Le pouvoir de la gravité, bien sûr. Celui-ci ne se limite pas à une certaine distance de la Terre, mais doit s'étendre beaucoup plus loin. Pourquoi pas aussi loin que l'orbite de la Lune? S'il en est ainsi, cela doit influencer son mouvement et la retenir sur son orbite. Maintenant, comment la gravité se manifeste-t-elle? Par une force qui doit agir de la même façon sur la pomme et sur la Lune. Oui, mais les temps de chute sont bien différents. La force de gravité doit forcément dépendre de la distance qui sépare le centre de la Terre de la pomme ou de la Lune.
Calculons. La pomme tombe de 400 pouces en une seconde. Galilée l'a écrit dans son dialogue. De combien tombe la Lune dans le même intervalle de temps? Voyons, elle met 29 jours pour faire un cercle complet autour de la Terre. J'applique maintenant la règle de Kepler sur la période de révolution, qui se trouve en proportion sesquialtière de la distance au centre de la Terre. Ce qui fait... Newton griffonne quelques calculs, bif, se reprend, trouve enfin un chiffre. Voilà. La Lune tombe à peu près de 0,1 pouce par seconde. Cela fait combien de fois moins que la pomme? 400 divisé par 0,1, cela donne 4000. Bien sûr, ceci n'est qu'approximatif. Il faudra que je revérifie par la suite. Mais soudain, le visage de Newton s'illumine. 4000, ce n'est pas loin de 3600. Et 3600, c'est 60 élevé au carré. Or, justement, la Lune est 60 fois plus éloignée du centre de la Terre que la pomme. Cela veut dire que la force requise pour maintenir la Lune dans son orbite correspond de très près à la force de gravité à la surface de la Terre. Et comme la Terre tombe sur le Soleil, cette loi doit être vraie aussi pour les planètes qui tournent autour. Donc les forces qui maintiennent les planètes dans leurs orbites sont réciproquement comme les carrés de leur distance à partir du Soleil. Si je double la distance entre deux corps, je divise par 4 la force qui les attire l'un vers l'autre. Cette force est forcément proportionnelle à la masse des corps. Et puisqu'elle ne peut être que la manifestation de l'omniprésence divine, j'en déduis qu'elle s'applique partout de la même façon dans l'univers. La force d'attraction est universelle. Alors, vous voyez que dans ce texte, qui est encore une fois une fiction, mais qui reprend de manière précise l'ensemble du cheminement de Newton. Le calcul qu'il fait sur la comparaison entre la chute de la pomme sur la Terre et la chute de la Lune vers la Terre dans son mouvement de rotation fait intervenir, en faisant le quotient des deux nombres qu'il a trouvés, le carré de 60, 3600. Alors bien sûr, de manière approximative et historiquement, effectivement, ça s'est passé comme ça. Il n'a pas trouvé exactement la bonne valeur tout de suite. Mais en tout cas, il met en évidence que intervient le carré de 60, qui est en fait la proportion entre le rayon de la Terre et la distance entre la Terre et la Lune. Et donc on obtient la loi en 1 sur d au carré, la loi de la gravitation dont j'ai parlé avant. Alors si vous reprenez, alors bien sûr le fait que ça soit en pouces ne change pas grand-chose, on pourrait mettre ceci en mètres ou en centimètres, ça ne changerait pas grand-chose, mais si vous refaites les calculs, vous retrouvez exactement ce que je suis en train de dire. Donc voilà finalement le mythe qui est raconté par Newton lui-même, mais qui est sans doute une reconstruction, peut-être en tout cas une reconstruction a posteriori, où Newton se rend compte que finalement la Lune tombe sur la Terre de la même façon que la pomme tombe sur la Terre. Et c'est ça, effectivement, c'est ce point qui fait de la gravitation un phénomène universel et qui unifie toutes les lois de la mécanique. Alors, passons pour terminer aujourd'hui à on avait vu la dernière fois la démonstration de la deuxième loi de Kepler par Newton, à la démonstration de la troisième loi de Kepler, qu'on va faire dans un cas un peu simplifié.
le cas d'une orbite circulaire. Alors on a donc une planète soumise à une force F. Alors je rappelle qu'il faudrait, pour être rigoureux, mettre aussi une force F située dans l'autre sens. D'après les lois de l'action et de la réaction. Alors, d'après la loi de la gravitation universelle, la force F, exercée par S sur P, le Soleil et une planète, disons, est donnée par la formule F égale G fois la masse de l'étoile, E, donc le Soleil ou l'étoile, multiplié par la masse de la planète, divisé par R au carré, R étant le rayon de la trajectoire, le rayon du cercle. Donc on considère ici, pour simplifier, que c'est un cercle. Si on veut faire les démonstrations avec les ellipses, il faut des connaissances mathématiques un peu plus évoluées. Alors bien entendu, Newton a fait cette démonstration, mais de manière géométrique, et c'est extrêmement compliqué, pas toujours très clair en plus. Si on veut faire une démonstration rigoureuse, il faut faire intervenir et pas trop, et moins complexe que les démonstrations géométriques de Newton, il faut faire intervenir des éléments de calcul vectoriel qui ne seront en fait, on va dire, inventés que dans les siècles qui vont suivre, dans le siècle suivant. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, donc on va reprendre, finalement on va retrouver dans cette démonstration ce que j'ai donné là, tout à l'heure, pardon, rapidement dans la deuxième explication pour la dérivation de la formule, de cette formule. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, F égale la masse multipliée par l'accélération. La masse de la planète multipliée par l'accélération. Mais l'accélération est égale au carré de la vitesse divisé par le rayon. Alors ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accélération centripète, calcul qui avait été effectué par Huygens. Alors ceci vient aussi du fait que, d'après la deuxième loi de Kepler, l'air balayé par le rayon SP est proportionnel au temps mis sur le cercle pour se déplacer par la planète, mais elle est aussi proportionnelle à l'arc parcouru, donc la vitesse est constante. Dans le cas de la vitesse, je veux dire la vitesse, la valeur numérique de la vitesse est constante, dans le cas d'une trajectoire circulaire. F égale m gamma, donc F égale mp fois V2 sur R, à partir de cette formule qui est là. Des deux formules qui sont indiquées ici en bleu, on déduit ceci. Alors, je n'ai pas écrit le détail, mais je l'explique oralement. Donc, vous avez F égale mp v carré sur R, F égale G fois ME fois MP sur R au carré. Donc si je veux extraire V, ici, je vais avoir, pardon, ici, je vais avoir V carré égale F fois R divisé par MP. Bon. Et donc, enfin non, excusez-moi. Le mieux, c'est quand même d'écrire que les deux expressions sont égales. On écrit mp fois v carré sur r égale g égale ceci. On extrait v carré. Ça va donner v carré, ça va donner g fois me fois mp sur r au carré sur mp et fois r. Donc, on va simplifier, ce qui va donner v carré égale, tout d'abord v carré égale g fois me sur r. Et pour avoir V, on prend la racine carrée. Donc, on obtient cette vitesse constante, encore une fois, de rotation.
Mais la vitesse, étant donné qu'encore une fois on suppose que c'est un mouvement circulaire uniforme, est égale au périmètre, à la longueur de la trajectoire, divisé par la période, c'est-à-dire le temps de révolution. Donc la longueur de la trajectoire, c'est 2π fois r, divisé par t, la période de révolution. Et à nouveau, en identifiant les deux formules, alors, en identifiant les deux formules, le mieux c'est d'abord d'élever au carré. Donc ici on va avoir 4π carré r carré sur t carré égale g fois me sur r, en élevant tout au carré. Et en extrayant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire t au carré sur r puissance 3, on obtient ceci, 4π carré, qui est une constante, enfin, qui dépend de la masse de l'étoile, mais qui est une constante par rapport à la masse des planètes. Et ceci, c'est effectivement la troisième loi de Kepler, puisque elle indique que les carrés des périodes de révolution sont proportionnels au cube des rayons des trajectoires. Alors, en changeant les unités, c'est-à-dire en prenant les temps en années, les distances en unités astronomiques et m en masse solaire, on a une formule un peu plus lisible, on va dire. Celle-ci fait intervenir la constante de gravitation, mais donc on a une formule un peu plus lisible, qui est t au carré sur r cube égale 1 sur me, qui montre bien que ça ne dépend que de la masse de l'étoile. Alors vous voyez justement un exemple de dérivation d'une loi de Kepler à partir de la formule de la gravitation universelle de Newton. Nous allons maintenant terminer avec la démonstration de la première loi de Kepler, c'est-à-dire la démonstration du fait que les trajectoires des planètes sont des ellipses. Alors, cette démonstration est compliquée, en particulier est assez obscure dans le texte de Newton. Donc je vais prendre une démonstration qui a été faite par Richard Feynman. Richard Feynman, c'est un très grand physicien du XXe siècle qui est mort il y a quelques années et qui, dans une conférence qui a été retrouvée récemment, a fait cette démonstration de manière que je trouve absolument satisfaisante et éclairante. Alors je vais d'abord vous lire, on voit ici sur la page une photo de Feynman devant le tableau en train de faire cette conférence. La photo est pas très belle et c'est écrit en petit. Alors le texte que je vais vous lire, c'est ce que dit Feynman au début de la conférence. Donc je vous le traduis. Il dit « Je vais vous donner ce que j'appellerais une démonstration élémentaire. » Mais élémentaire ne signifie pas facile à comprendre. Élémentaire signifie que peu de choses est supposé comme prérequis pour la comprendre, sauf une intelligence infinie. Alors on voit qu'avec cet humour, Feynman nous fait comprendre que une démonstration comme celle de la première loi de Kepler ne peut pas, bien entendu, être faite de manière totalement simple. Il y a, même si les ingrédients on va le voir, pour la construire sont élémentaires, en réalité, l'articulation des éléments de la démonstration est relativement complexe et assez difficile à suivre. Mais Feynman arrive à faire un tour de force qui consiste à la rendre, à mon avis, compréhensible. Donc, voyons un peu cette démonstration qu'on va voir en deux parties. Alors, donc, la question est de démontrer que les trajectoires des planètes sont des ellipses.
Alors dans la figure de gauche, pour le moment on ne s'occupe pas de la figure de droite, dans la figure de gauche, vous avez la trajectoire d'une planète, mais qui n'est pas supposée être une ellipse. Alors bien sûr, j'ai dessiné une ellipse pour pouvoir faire les constructions, sinon ça ne marche pas. Mais disons que on va jamais se servir du fait que c'est une ellipse. On va se servir de propriétés, en particulier de la loi des airs, de la deuxième loi de Kepler qui avait été démontrée auparavant donc, par Newton. Mais jamais on va se servir du fait que c'est une ellipse. On va simplement, à l'aide de propriétés géométriques, arriver à cette conclusion. Donc, l'idée, c'est d'abord de partager la trajectoire en un certain nombre de points, d'arcs, on va dire, de façon à ce que les angles de sommet S, S étant supposé être le Soleil par exemple, tous ces angles que l'on voit ici sont égaux. En réalité, pour faire une démonstration rigoureuse, comme toujours, et ça nous permettra à nouveau un peu plus tard de faire le lien avec les mathématiques, il faudra supposer que ces angles sont très petits. Et le fait que ces angles sont très petits, ça veut dire qu'il y en a, d'une certaine façon, une infinité et que leur valeur est infinitésimale. Alors ça, c'est tout le problème du calcul infinitésimal et du calcul différentiel qui est construit en même temps par Newton. Donc, ce qui représentait ces différentes positions, je n'ai mis que les premières avec les vecteurs vitesse correspondant à chaque position de la planète. Et en fait, ce que vous avez à droite, allons voir tout de suite pour le moment, c'est ce qu'on appelle l'hodographe, c'est-à-dire qu'on reporte tous ces vecteurs, ces 4 vecteurs, et puis les autres qui seraient à chaque point ici. Mais là, je ne les ai pas dessinés, ici, je les ai dessinés. On les reporte en un même point S'. Donc ceci, ce sont les vecteurs vitesse en chaque point pendant le déplacement de la planète. Donc, les angles de sommet S sont égaux. Alors, d'après la loi des airs, le temps ΔT pour parcourir un angle est proportionnel à l'air contenu dans cet angle. C'est-à-dire que le temps pour parcourir cet angle-là est plus petit que le temps pour parcourir cet angle-là, et ces temps sont proportionnels aux aires. Alors, j'ai dit aux aires de ces angles, ce n'est pas tout à fait vrai, aux aires des secteurs elliptiques contenus dans ces angles. Donc ΔT est proportionnel à l'aire contenu dans ces angles. Mais cette aire est elle-même proportionnelle au carré du rayon vecteur SP. Alors là, on utilise en réalité déjà le fait qu'il faut pour cela que les angles soient petits. Une aire, c'est proportionnel au carré des dimensions. Donc ici, si je prends par exemple cet angle-là, ce secteur ici, l'aire de ce secteur est proportionnelle au carré du rayon de ce secteur. Alors bien sûr, si on prend un secteur comme celui-ci, le rayon, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a deux rayons qui ont l'air très différents, mais on peut très bien imaginer que s'il y a beaucoup plus de points et que les angles sont petits, les rayons consécutifs sont presque égaux. Et en fait, ce sont quasiment des secteurs circulaires. Localement, sur une petite partie de la trajectoire, on a des secteurs circulaires, et l'aire d'un secteur circulaire, c'est proportionnel au carré du rayon de ce secteur, et bien sûr à l'angle, mais là tous les angles sont égaux. Donc je l'écris de cette manière, ΔT, alors ce signe alpha signifie en mathématiques est proportionnel, ΔT est proportionnel à l'aire, donc à chaque R ici, est proportionnel à D au carré, D variant bien sûr en chaque position. Alors vous voyez ici, j'ai mis les vecteurs vitesse, je reviens un peu en arrière, ne sont pas de même longueur, bien entendu, la vitesse n'est pas constante dans la rotation. Alors déjà, elle n'a pas la même direction à chaque fois, mais elle n'est pas constante non plus en valeur. Et en particulier ici au périhélie, c'est-à-dire au point où la planète est le plus proche du Soleil, le vecteur vitesse est le plus grand. Ça correspond en fait à ce vecteur-là, ce vecteur qui est ici. Alors, on ne peut pas le sélectionner individuellement. Ce vecteur qui est ici est le même, est censé être le même que celui-là. Bon, à l'échelle près, parce que les deux parties de la figure n'ont pas exactement la même échelle. La force qui agit sur la planète P est proportionnelle à 1 sur D au carré.
Ça, c'est une conséquence de la loi de Newton de la gravitation. C'est-à-dire est inversement proportionnelle au carré de la distance. Et cette force, qui est égale à la masse multipliée par l'accélération, d'après, encore une fois, une loi de Newton, la deuxième, est proportionnelle donc à 1 sur d au carré, ce qui fait que petit a est aussi proportionnel à 1 sur d au carré. A, c'est l'accélération donc du mouvement de la planète. Mais petit a, c'est l'accélération, c'est-à-dire la variation de la vitesse divisée par le temps pendant lequel on étudie cette variation. Alors là aussi, j'ai utilisé les notations delta V qui veut dire variation de V sur un temps relativement petit sur delta T qui est la variation du temps. Donc ce sont des intervalles de temps pendant lesquels on multiplie la différence entre les deux vitesses au début et à la fin de l'intervalle de temps. En réalité, là aussi, si l'angle est très petit, et ça on va le voir à partir des prochains cours, ça s'écrirait dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps, pour ceux qui connaissent cette expression. Donc on obtient que delta v est égal à a fois delta t, en multipliant ici a par delta t, ce qui est proportionnel à 1 sur d au carré fois d au carré, ce qui donne 1, en utilisant les résultats précédents. Donc, vous voyez qu'on obtient delta t, delta v, pardon, qui est constante, puisque proportionnel à une constante, ça veut dire constant. Delta v est constant. La variation de la vitesse, en fait, c'est l'accélération, en réalité, si on prenait un temps très court, mais c'est la variation de la vitesse sur un instant très petit, on va dire, sur un intervalle de temps très petit. Alors, qu'est-ce que c'est que delta v? Si je reviens maintenant à la deuxième figure, à l'odographe, le nom odographe signifie, c'est l'espace des vitesses, en fait. L'espace des vitesses, l'espace des vecteurs vitesse, on pourrait dire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que delta v? Eh bien, on voit que delta v, c'est en fait la variation de la vitesse, la variation vectorielle de la vitesse. Alors, je n'ai pas mis les vecteurs à chaque fois. De toute façon, chez Newton, il n'y avait pas de vecteurs, bien entendu. La variation de la vitesse, c'est la différence entre ces deux vecteurs, la différence entre les vecteurs vitesse, et cette différence, c'est ce vecteur-là. Parce que si vous ajoutez vectoriellement, ça vous vous souvenez que c'était une idée qui était déjà connue depuis Galilée, à partir de Galilée, puis qui s'est développée petit à petit, en particulier chez Newton. Mais cette delta V, c'est donc ce vecteur-là, ici, moins celui-là, puisque vectoriellement, si j'ajoute ce vecteur avec celui-là, j'obtiens celui-ci. Donc on a bien delta V représenté sur cette figure. Mais vous voyez que delta V étant constant, toutes les différences ici sont égales. Enfin, sont égales en taille, on va dire, pas en direction. Mais delta V sont égaux en longueur, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on obtient un polygone régulier, puisque tous les côtés sont égaux, dont on note O le centre. Mais en réalité, encore une fois, avec la méthode et le raisonnement qui consiste à dire que il faut prendre des angles très petits, eh bien on va obtenir quelque chose qui va se rapprocher de plus en plus d'un cercle. Donc on obtient que ces vecteurs vitesse qui ne sont pas centrés au point O, ils sont centrés au point S' à partir duquel j'ai fait la construction, puisqu'ils n'ont pas tous la même longueur, ces vecteurs en vert qui sont là, qui sont les mêmes que ceux-là. Donc on obtient que tous les extrémités de ces vecteurs sont sur un cercle, et j'appelle O le centre du cercle. Enfin, dernière remarque, l'accélération delta V. Alors cette phrase n'est pas très bien construite, mais c'est une phrase imagée, tourne d'un même angle θ que le rayon SP qui est ici. C'est-à-dire que cet angle θ qui est là, qui est l'angle non pas que font les rayons,
que font les vecteurs vitesse avec le point S, mais l'angle que font les vecteurs, enfin les rayons, on va dire, qui partent du centre du cercle et qui aboutissent aux extrémités des vecteurs vitesse, les angles formés par ces deux vecteurs, qui sont ici en noir, sont les mêmes que les angles ici, ils sont tous égaux, donc finalement, puisque bon, ça se retrouve ici, puisqu'on a un polygone régulier, donc tous les angles au centre sont égaux, de la même façon qu'ici on avait choisi tous les angles égaux. Alors ça, c'est la première partie de la démonstration, qui nous amène à faire une construction dans laquelle on a associé à l'ellipse, enfin à la figure de départ, à la trajectoire de départ, qui, je rappelle, n'est pas considérée comme étant une ellipse, parce que justement, c'est ce qu'on veut démontrer. Mais en tenant compte des autres lois de Kepler, pas la première bien entendu, puisqu'on est en train de la démontrer, et de ce qu'a fait Newton, on arrive à associer à cette trajectoire une figure comme celle-là, qui est un cercle. La deuxième partie de la démonstration va consister en un raisonnement géométrique que fait Feynman, et qui va démontrer que cette construction, inversement, réciproquement, montre que cette trajectoire est une ellipse, en utilisant une propriété simple de l'ellipse que je rappellerai tout à l'heure. Donc vous voyez, l'idée principale, c'est de dire maintenant, si j'ai des tangentes, ces tangentes qui sont là, parce que ce sont des tangentes, ce sont les vecteurs vitesse, ils sont tangents à la trajectoire. Je rappelle cette idée qui est connue à l'époque et qui est fondamentale. Un vecteur vitesse, c'est tangent à la trajectoire, dans tous les cas. Alors, si ces vecteurs vitesse vérifient cette propriété que, en les ramenant en un point S', que j'ai appelé S' ici, on obtient, par cette construction, un cercle, ici, de centre O, eh bien, on va démontrer qu'il faut que cette figure dont on est parti soit une ellipse. Donc, la propriété qui est ici va nous permettre de démontrer qu'on était parti effectivement d'une ellipse. Alors, je ferme cette animation. Et donc, la deuxième partie, c'est un peu, on va faire la réciproque, si on peut dire. On va partir du cercle. Alors, il faut que je le remette au début. Pas tout à fait là. Voilà. Et donc, on va partir d'une propriété du cercle. Donc, on fait le chemin en sens inverse, et on va démontrer qu'on obtient une ellipse. Alors, je ne vais pas, peut-être, pour certains, la démonstration ne sera pas tout à fait satisfaisante, parce que je ne fais pas tout le détail qui demanderait un peu plus de temps et un peu plus de calcul. Mais en tout cas, je pense que la partie intéressante, c'est ce que je vais montrer, qui est extraite de la démonstration de Feynman. Donc je pars d'un cercle cette fois-ci, de centre O, et j'ai un point S' qui est intérieur. Il n'est pas au milieu de la distance entre il n'est pas au milieu d'un rayon, donc je le mets n'importe où. Un point S' qui est intérieur, quelconque, il faudrait que ce soit ici, pas quelconque, un point S'. Et je prends un point M sur le cercle, n'importe où, et je considère la médiatrice du segment S''M. Alors qu'est-ce que c'est la médiatrice? Ça veut dire que je prends le point I milieu de S''M et je prends la trajectoire. Alors ça, ce que fait Feynman, là, c'est une construction qui est très connue quand on connaît les coniques, et en particulier les ellipses. Donc je vais la refaire. Donc, le point M se déplace sur C. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le point M se déplace sur C? Alors, on va le faire se déplacer en bougeant petit a, et si c'est petit a, c'est l'angle, en fait, que fait... ça permet, disons, bouger petit a permet de bouger M. C'est un paramètre qui permet de construire M et de le bouger sur le cercle. Donc, si je déplace petit a, on voit que M tourne, et parcourt tout le cercle, et la médiatrice tourne en même temps. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ce qu'on peut faire avec GeoGebra, c'est-à-dire... pardon, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais prendre ce qu'on appelle l'enveloppe de cette droite. Alors,
La trace, plus précisément. C'est pas tout à fait l'enveloppe, à vrai dire, mathématiquement. La trace. La trace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je vais bouger la droite, le logiciel va conserver les positions précédentes de cette droite. Alors voilà ce que ça va donner. Alors je vais le faire plusieurs fois parce que pour des raisons techniques, on va dire liées au logiciel, il faut balayer plusieurs fois pour avoir quelque chose qui est rendu correctement. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez, miracle des mathématiques, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une ellipse. Alors on dit que l'ellipse est l'enveloppe des médiatrices. Alors l'enveloppe des médiatrices, mathématiquement, c'est une notion qui est très connue au XVIIe siècle en particulier, hein, mais qui se développera plus tard aussi dans d'autres cadres en mathématiques. L'enveloppe des médiatrices, c'est simplement la courbe autour de laquelle s'enroulent toutes ces droites que sont les médiatrices. Il s'agit bien des médiatrices, pas du segment S', mais de la médiatrice du segment. Donc vous voyez que là va apparaître cette ellipse qui est en fait l'ellipse de la trajectoire. Donc on voit le lien, on va le démontrer plus précisément bien sûr. On va démontrer que c'est une ellipse. Pour le moment, je n'ai pas démontré, j'ai trouvé une enveloppe. Alors j'ai mis la enveloppe une ellipse, en fait j'en sais rien, justement, parce que c'est exactement ce que je veux démontrer, c'est que c'est une ellipse. Donc si on arrive à démontrer que ceci est une ellipse, étant donné qu'on a repris à l'envers la construction de tout à l'heure pour l'odographe, eh bien on aura démontré que la trajectoire de la planète autour du Soleil est une ellipse. Alors, je vais rafraîchir l'affichage pour effacer tout ça. Donc, on va essayer de démontrer maintenant que ce qu'on obtient, c'est bien une ellipse. Alors, j'appelle P le point d'intersection de la médiatrice avec le rayon OM. Vous vous souvenez, donc c'est un point M qui se déplace. Je recommence ici l'animation, mais sans laisser la... pardon, j'ai oublié d'effacer la trace. Donc, je vais effacer la trace, sinon on ne va plus rien voir. Ici. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Bon, donc quand je déplace ma droite, mon point, puisque là ça consiste à déplacer le point, on voit... Alors attendez, il y a une droite, voilà, il faut que j'efface... Donc, quand je déplace ma droite, on voit que le point P, qui est l'intersection de la médiatrice avec le segment OM, se déplace lui aussi. Alors, ensuite, la médiatrice possède une propriété particulière. Si je prends un point sur la médiatrice d'un segment, il est toujours que je le prenne n'importe où, donc en particulier ici, celui-là, mais en tout cas pour n'importe quel point, il serait à égale distance de S' et de M. C'est-à-dire que les deux segments qui sont en rouge, ici, sont égaux. Donc, j'ai PM égale PS', d'après la propriété. Alors ça se démontre facilement parce que ces deux segments ici sont égaux par définition de la médiatrice. Ici, on a un angle droit. Ici, on a un segment commun. Donc, les deux triangles ici sont superposables. Donc, les côtés en rouge sont aussi égaux. Ça, c'est dans Euclide. Donc, PM égale PS'. Donc, OP plus PM. Je calcule la longueur OP plus PM. J'ai fait une erreur dans la... Non, c'est OP plus PS', pardon. OP plus PS'. Et donc, comme PS' égale PM, ça donne OP plus PM. Et c'est là que j'ai fait une erreur, donc je vais corriger. Et ici, ça doit être égal OM. Puisque OP et M étant alignés, OP plus PM, ça donne OM. Donc je reprends. Comme PS' égale PM, OP plus PS' égale OP plus PM égale OM. Et ça, c'est une constante, puisque c'est le rayon du cercle. Bon. Donc, je démontre que quelle que soit la position du point P, quand je tourne la figure, quand je tourne la médiatrice, ou le point M, eh bien, la longueur OP plus la longueur PS', ça va donner une constante. Eh bien ça
c'est la propriété que je voulais rappeler, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, en particulier l'année dernière. La longueur OP plus PS' égale constante, ça caractérise une ellipse. Une ellipse, c'est l'ensemble des points M, qui étant donné deux points fixés O S', l'ensemble des points P, tels que la somme des distances PO et PS' est constante. Donc on obtient bien ici une ellipse. L'ensemble des points P constitue une ellipse. Donc voilà l'ellipse qui est la trajectoire de la planète. On a donc démontré que dans les conditions que l'on a vues tout à l'heure pour l'autographe, eh bien on obtient une ellipse. Alors, dernière chose, quand même, pour avoir une démonstration complète. De plus, si je prends un point P' qui est différent de P, mais qui est sur la médiatrice, et je calcule OP plus OP', plus P', Donc je veux faire le même calcul que OP plus PS' tout à l'heure qui était constant, mais cette fois-ci je fais OP' plus P'S'. Donc ça donne OP' plus P'M, je ne l'ai pas dessiné, mais P'S' est égal à P'M d'après la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure. Donc OP' plus P'S' est égal à OP plus P'M, mais OP' plus P'M est plus grand que OM, puisque OM c'est le plus court chemin, passant par P, entre O et M, et donc quand je fais OP' plus P'M, j'ai un chemin plus long. Et OM, c'est OP plus PM. Donc j'ai obtenu que OP' plus P'S', OP' plus P'S' est plus grand, ici au milieu, que OP plus PM. Autrement dit, quand je passe par un autre point pour ces trajets, quand je passe par un autre point, j'obtiens une longueur plus longue. Une distance plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le point P' est à l'extérieur de l'ellipse. Ça, c'est une propriété de l'ellipse. Les points qui sont sur l'ellipse vérifient OP plus PS' égale constante. Et cette valeur est... Donc, c'est la valeur du rayon. Les points qui vérifient OP' plus P'S' plus grand que cette constante sont à l'extérieur de l'ellipse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette droite est la tangente à l'ellipse, en fait. Cette droite, la médiatrice donc du segment S'M, est à l'extérieur de l'ellipse. Et ceci termine donc en fait la démonstration du fait que la trajectoire que l'on avait tout à l'heure était bien celle d'une ellipse à partir de la considération de l'autographe et de la propriété de ce cercle. Voilà pour, disons, la conclusion de ce que je voulais faire concernant les découvertes physiques, les découvertes en physique et les découvertes et créations en physique de Newton. Alors, ceci va... On peut dire quelques mots simplement plus généralement de ce qui va se passer après. Alors Newton, du point de vue de la physique, Newton, en reconstruisant donc une théorie du mouvement et en déduisant une théorie de la gravitation, va permettre dans les 2 siècles qui vont suivre, de développer considérablement la science. Pourquoi? Parce que, contrairement à ses prédécesseurs, même si Galilée l'avait fait un petit peu, ces lois physiques sont utilisables, on peut calculer avec, on peut écrire des équations. Par exemple, les expressions comme F égale ma ou la loi de gravitation universelle permettent d'écrire des équations dans lesquelles interviennent la position des points et la vitesse du mouvement de ces points. Et ça, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Les siècles qui vont suivre, les 2 siècles qui vont suivre en particulier, vont consister à développer toutes ces idées, à écrire les équations, à essayer de les résoudre,
et à se confronter à des difficultés bien sûr techniques très importantes, hein, dont on parlera dans la suite. En particulier, on va voir très vite dans la suite que si on veut, à partir des lois de Newton, écrire les équations, comme je viens de le dire, d'un système où il y a trois éléments, par exemple le Soleil, la Terre et la Lune, bien sûr les équations, enfin les lois de Kepler sont encore valables, mais les équations sont très complexes et on obtient pour les trajectoires pas exactement des ellipses, et en tout cas des variations sur les ellipses. Donc, tout ça, ça va occuper les mathématiciens et les physiciens pendant longtemps. Donc, par contre, la méthode et la théorie newtonienne vont rester, on va dire, en vigueur jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on va s'apercevoir qu'il y a des failles, on va dire, d'une certaine façon. Et c'est Einstein qui va bien sûr reconstruire une théorie qui ne contredit pas la théorie de Newton, dans le sens où, dans les équations d'Einstein, si on considère que la vitesse du mouvement est faible par rapport à la vitesse de la lumière, on retrouve la théorie de Newton et en particulier les lois de Kepler. Alors simplement, la description est entièrement différente. La conception même de la physique est entièrement différente chez Newton, chez Einstein, pardon. En particulier sur un point qui s'est avéré extrêmement sensible, c'est le problème du temps. C'est-à-dire que dans la conception newtonienne, bon, d'abord Newton, un de ses grands mérites, c'est d'avoir introduit le temps comme étant un paramètre important, mesurable et important, qui permettait aussi, en particulier, de définir des concepts qui n'étaient pas bien maîtrisés à son époque, comme celui de vitesse instantanée et d'accélération, dont on reparlera après en mathématiques. Mais ce temps, Newton le considère comme une variable, on va dire, du même type que les variables comme la longueur, la distance parcourue, etc., et indépendante de la longueur. Et on va voir que ça, et cette variable temps est de plus absolue, c'est-à-dire qu'elle est la même pour tout le monde et pour tous les observateurs. On va voir que ceci, on verra au 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que ceci ne fonctionne pas correctement et qu'il faut une théorie dans laquelle le temps est lié de manière intime aux autres coordonnées de l'espace. Bon, alors je vais donc interrompre aujourd'hui cette vidéo sur cette démonstration. La prochaine fois, je vais commencer donc la partie je vais refaire des mathématiques, on va dire, même si on en a fait quand même pas mal à travers la physique. Mais je vais reprendre la partie mathématique que Newton a développée, qui est sous-jacente à toutes ces démonstrations, la théorie du calcul infinitésimal et d'autres points. Et ça va nous permettre d'avancer un petit peu vers le XVIIIe siècle. Petit à petit, nous arriverons là, en particulier avec la confrontation entre Newton et Leibniz, au début du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention et donc à bientôt.